Mais à l'occasion du mois des fiertés, on a souhaité prolonger ce moment de réflexion autour des vécus des personnes migrantes et consacrer cette rencontre Agitez vos idées à la thématique Traverser les frontières pour être soi, où nous allons étudier ensemble, discuter ensemble de l'exil pour les personnes LGBTQIA+. J'ai à ma gauche Florent Chaussière, bonsoir. Vous êtes chercheur postdoctoral et coordinateur scientifique au département Intégère de l'Institut Convergence Migration, au CNRS. Vous êtes spécialiste des trajectoires d'exil liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. À vos côtés, Ma Touré, mais vous m'avez précisé que vous préférez qu'on vous appelle Ma. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'ARDIS, l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour. Vous avez quitté votre pays, vous allez peut-être nous en parler un petit peu pour demander l'asile en France, et vous avez trouvé votre place au sein donc, de l'ARDIS et aussi de l'équipe de football Les Dégommeuses. Et enfin, à votre gauche, Audrieux, bonsoir. Vous êtes présidente de l'ARDIS, l'association dont nous venons de parler, et cofondatrice de La Bulle, Maison des Solidarités LGBTQIA+, à Paris. Avant de me tourner vers vous pour commencer la discussion, je me tourne vers vous dans le public pour vous poser la première question de ce soir. Et donc, première question, dans combien de pays l'homosexualité est-elle encore criminalisée en 2025 ? Est-ce réponse A, 12 pays, réponse B, 34 pays, réponse C, 59 pays ou réponse D, 107 pays ? Je vous laisse quelques secondes pour écrire votre suggestion, votre réponse sur l'ardoise, et puis ensuite lever. Alors, je vois un peu de 107, 59, réponse A, B, C, D. Ouais, eh bien, c'est la réponse C. Certains étaient très pessimistes aussi, mais voilà, c'est quand même 59 pays. Je précise qu'au cours des 25 dernières années, 38 pays ont dépénalisé les relations entre personnes de même sexe, mais la situation reste évidemment préoccupante puisque 59 pays dans le monde criminalisent encore les relations entre personnes de même sexe et 12 pays prévoient la peine de mort pour ces personnes-là. Donc c'est une statistique qui est peu réjouissante, mais on va pouvoir peut-être en parler davantage. Et donc je me tourne vers vous, Florent. Peut-être si vous voudriez vous présenter un peu plus brièvement, en tout cas présenter vos études et vos recherches. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être présents et d'être présentes. Donc effectivement, je suis Florent Chaussière, donc moi je suis chercheur, je suis géographe et j'ai réalisé une thèse qui portait sur les trajectoires de migration et d'asile pour les personnes LGBT+, qui ont fui leur pays. Donc l'idée de ce travail que j'ai mené à l'ARDIS pendant 3 ans en rencontrant des personnes qui avaient eu cette trajectoire migratoire et qui avaient connu cette procédure d'asile, c'était de rendre compte de quel était le vécu de la migration, spécifiquement pour les personnes LGBT+, quelles difficultés elles pouvaient rencontrer en France et quelles difficultés elles pouvaient connaître pour leur procédure d'asile et pour un peu complexifier l'image qu'on a de ces migrations-là et sortir de l'idée que ce serait une simple libération et qu'il suffirait d'arriver en France pour ne plus avoir aucun problème en tant que personne LGBT+. Or, la réalité est bien plus compliquée que ça, comme on va le voir en détail pendant cette conférence. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Ma ou Aude, qui veut commencer Ma, si vous souhaitez parler, ou Aude. Ils sont un peu compliqués. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à vous. Moi, c'est Ma, comme je l'ai dit, Ma Kélia. J'ai quitté mon pays. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas dire le nom pour plein de raisons. Mais j'ai quitté mon pays parce que je voulais avoir une vie tranquille, une vie de famille. Et je peux dire que moi, j'ai eu la chance de venir ici en France directement. C'est-à-dire de mon pays, je suis arrivée directement en France, ce qui est bien pour moi. Et j'ai quitté mon pays déjà pour mon orientation sexuelle, parce que c'était découvert. Mais on m'a obligé d'accepter un mariage que je ne voulais pas.
Donc, j'étais obligée de me marier. Et pour fuir cela, j'ai eu la chance parce que je devais aller rencontrer mon mari dans un autre pays. Et le délai qui était donné pour que j'aille dans ce pays-là m'a permis, moi, de venir ici. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France. Je suis arrivée ici, pour moi, c'était la première des choses, c'était de me cacher, pour ne pas que mes parents sachent que je suis là, pour ne pas qu'ils sachent chez qui j'étais. Pour eux, j'étais encore là-bas. Pourtant, j'étais ici. Je me cachais. Ça m'a pris du temps. Disons, plus d'1 an avant d'aller demander l'asile. Et quand pour moi demander l'asile, je ne savais pas aussi que je pouvais demander l'asile sur mon orientation sexuelle. C'est quand je suis arrivée à l'ARDIS et d'autres assos qui m'ont dit non, tu peux demander l'asile vu ton orientation sexuelle, vu ce que tu as subi. Quand je suis rentrée dans les détails avec ma psychologue qui m'a suivi qui me suit depuis 2023. 2023, oui, qui me suit depuis 2023. Et la demande d'asile, depuis que je suis là, pour moi, ça n'allait pas prendre assez de temps, mais malheureusement, c'est un autre défi, une autre réalité que je découvre, au fait. C'est plus de stress, plus de préoccupations que jamais. Par moments, on a envie de tout arrêter parce que déjà, depuis longtemps, on a appris à cacher notre orientation, à nous-mêmes et à nos familles. On cachait. Même quand on était dans les relations, on ne pouvait pas l'afficher. Et arriver ici, encore, il faut subir certaines choses. Franchement, ce n'est pas facile. Et chaque jour, nous avons des défis que nous relevons à chaque fois. Merci beaucoup, Ma. On pourra en revenir sur votre parcours. Et donc, je me tourne vers vous, Aude, puisque Ma a parlé de l'ARDIS. Si vous pouvez nous en dire un mot. Alors, l'ARDIS, c'est une association qui a été fondée en 1998. Et c'est une association communautaire LGBT. Les personnes qui ont fondé l'ARDIS, c'était des couples binationaux homosexuels. Et 98, en fait, c'est la veille du Pacs. Comme il n'y avait pas d'union légale possible pour les couples homosexuels, il n'y avait aucun moyen dans les couples binationaux que le partenaire étranger ou la partenaire étrangère obtienne un titre de séjour sur la base de ce couple, en fait. Et donc, les personnes qui ont fondé l'ARDIS, c'était des couples binationaux où le partenaire étranger ou la partenaire étrangère était menacé d'expulsion. Et souvent, ces personnes étaient menacées d'expulsion vers des pays où elles ne pouvaient pas vivre leur orientation sexuelle. Cette question des persécutions dans un pays à cause de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, c'est une question qui a toujours été présente au sein de l'association et qui a pris de plus en plus d'importance et qui, aujourd'hui, c'est les couples binationaux homosexuels. Les droits sont améliorés, notamment avec l'ouverture, le mariage pour tous les couples, mais ça continue d'être un combat. Les couples binationaux homosexuels continuent de subir des discriminations, mais aujourd'hui, la plus grosse part de notre activité, c'est l'aide et l'accompagnement des demandeurs et demandeuses d'asile LGBTQI+, qui demandent de l'asile sur la base de leur orientation sexuelle, leur identité de genre. Et donc, il y a tout un parcours vis-à-vis des institutions de l'asile dont on va reparler, mais qui oblige les personnes à convaincre, à parler de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, et à convaincre de la réalité de cette orientation sexuelle ou identité de genre. Et c'est très paradoxal pour les personnes qu'on reçoit à l'association, puisque, comme Mal a très bien dit, en fait, ce sont des personnes qui ont toujours dissimulé leur orientation sexuelle et qui doivent, du jour au lendemain, en parler devant des institutions dans une langue qu'elles connaissent souvent pas. Voilà. Donc c'est un cheminement qui est un cheminement difficile et pour lequel on propose un certain nombre un accompagnement qui est d'abord l'accompagnement à la verbalisation de l'histoire des personnes, mais aussi
un accueil, toute une dimension conviviale à ce qu'on fait et militante, parce qu'on est une association LGBT par et pour les personnes LGBT, avec une participation, c'est le mois des fiertés, donc tous les ans on a un très beau cortège à la marche des fiertés, qui est souvent un moment très très important pour les personnes qu'on reçoit, parce que c'est vraiment un moment où elles peuvent vivre au grand jour et affirmer au grand jour l'orientation sexuelle, défiler dans la rue, revendiquer toute une série de choix de vie avec toutes les excentricités de la fête de cette grande fête qu'est la marche des fiertés. Et puis on a aussi on propose un certain nombre d'activités animées par une psychologue. Évidemment, il y a toute une dimension d'accès au logement, d'intervention sociale dans ce qu'on fait, puisque l'État est très défaillant pour un certain nombre dans l'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler largement. Et puis, on a toute une dimension aussi de formation des professionnels de l'asile, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même eu... Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis à l'ARDIS, et il y a quand même aujourd'hui, dans la société et par les politiques publiques, une prise en compte des questions LGBT qui change, qui avance, et qui est d'ailleurs en contradiction avec les reculs des droits des personnes étrangères en France. Merci beaucoup pour ces présentations. On va d'abord essayer de cartographier ensemble un petit peu la situation des personnes LGBT QIA+, dans le monde, mais je vous pose d'abord une deuxième question, qui permet de cerner un peu davantage, en tout cas, la situation de ces personnes dans le monde. Dans le monde, combien de pays interdisent les thérapies de conversion? Alors, est-ce que vous savez ce que sont les thérapies de conversion? Je vois des personnes qui hochent... il y a des personnes qui ont... Alors, je vais essayer de l'expliquer dans des termes simples. Il y a des personnes LGBTQI+, qui peuvent être forcées, dans la très très grande majorité du temps, à suivre des thérapies de conversion, c'est-à-dire soit des espèces de clubs, de réunions avec des personnes qui essayent de les convaincre que non, vous n'êtes pas lesbien, gay, bi, voilà. Donc c'est une espèce d'endoctrinement, finalement, on vous force. Soit dans le pire des cas, on ne peut pas faire d'échelle de meilleur ou de pire, mais dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des pratiques pseudo-médicales, voilà, par électrochoc, voilà, ce qui existe. Donc les thérapies de conversion existent malheureusement dans le monde et sont très peu interdites. Voilà, donc d'où cette question. Puisque, à votre avis, dans le monde, combien de pays interdisent les thérapies de conversion? S, réponse A, 5 pays, B, 16 pays, C, 32 pays ou D, 47 pays. Je vous laisse le temps de répondre. Alors, je vois du 5, du 16, du 32. Pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez répondre si vous le souhaitez. 16. Eh bien, c'était la bonne réponse. 16 pays dans le monde interdisent les thérapies de conversion et en France, elles ont été interdites en 2022. Donc, c'est extrêmement récent. Voilà. Je faisais ce petit aparté avec cette question que je vous posais, mais je voulais voir si, je me tourne vers vous, Aude, en particulier, si vous pouviez nous faire peut-être une cartographie un peu plus généraliste de la situation des personnes LGBTQI+, dans le monde. Enfin, quelles sont les tendances, les contrastes que vous pouvez, ou les évolutions que vous avez constatées? Alors, nous, on a vraiment un point de vue qui est un point de vue situé, parce que l'asile, c'est vraiment... on peut demander l'asile selon la Convention de Genève que quand on est sur le sol d'un autre pays. Et donc, nous, on accompagne des personnes qui sont en France et qui demandent l'asile. Donc, c'est évidemment une vue... très partielle de la situation. Je pense que, et c'est sans prétention à l'exhaustivité ce que je vais vous dire, mais ce qui ressort, c'est quand même c'est assez contrasté. C'est-à-dire que à la fois, il y a une vision, je pense, assez caricaturale d'une Afrique qui serait très homophobe ou de certains pays, notamment arabo-musulmans, qui pratiqueraient la peine de mort, etc. Donc une cartographie comme ça, très caricaturale, qui, de fait, peut être confirmée. On voit des relents d'homophobie dans un certain nombre de pays. Alors nous, on voit beaucoup en Afrique subsaharienne, parce qu'on accompagne beaucoup de personnes du Sénégal, de Côte d'Ivoire, ou de Mauritanie,
qui est un pays où l'homosexualité est pénalisée de la peine de mort, même si elle n'est pas vraiment appliquée. Mais le Sénégal, c'est un pays où il y a des manifestations régulières pour renforcer la pénalisation qui existe, pour doubler la peine d'emprisonnement. La Côte d'Ivoire, c'était un pays qui ne pénalise pas l'homosexualité, mais où il y a eu récemment une inflation, notamment beaucoup due aux réseaux sociaux, très récente. Des personnes s'en sont pris aux homosexuels. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que cette géographie, elle est beaucoup moins caricaturale que tout ça. On voit qu'il y a des tensions en Europe très fortes et très proches. La Pride, la marche des fiertés en Hongrie, elle a été interdite. Les personnes dans un pays européen très proche de nous vont défiler dans la rue. Les organisateurs sont menacés de mort. Il y a des appels à l'international pour aller soutenir cette marche des fiertés. Il y a quelques années, il y avait eu des zones anti-LGBT en Pologne, et il y a vraiment une difficulté de l'Europe à condamner ces reculs-là. Toujours assez proche de nous, en Russie, c'était un pays où il y a quelques années, il y avait la plus grande boîte gay d'Europe. Il était possible pour les personnes trans de faire une transition. Tout ça s'est durci, et c'est beaucoup durci, adossé à la politique viriliste de Poutine, et ça a été vraiment très très intensifié avec la guerre en Ukraine, et on sait que la mobilisation, l'armée sont des milieux très, 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 très homophobes. Et d'ailleurs, quand on a reçu des hommes gays russes, vraiment pas au déclenchement de la guerre, mais quand il y a eu la mobilisation en masse, parce que les personnes voulaient fuir l'armée, mais pour des raisons, parce qu'elles craignaient l'homophobie dans l'armée. Et puis bien sûr récemment les États-Unis, où là il y a des persécutions contre les personnes trans qui sont de l'ordre, qui relèvent, avec le retrait des passeports, c'est-à-dire le retrait d'un document de voyage. Les personnes trans peuvent plus voyager, peuvent plus sortir du pays parce qu'on leur a retiré leur passeport. Et l'interdiction d'être dans l'armée aussi, qui est un milieu très, très viriliste, très homophobe. Et donc on voit comment cette géographie, elle est pas... certes, il y a de moins en moins de pays qui pénalisent l'homosexualité. Il y a de plus en plus de pays où les personnes homosexuelles peuvent se marier. C'est une réalité. Et elle coexiste aussi avec des reculs pour les droits des personnes LGBT, y compris dans des pays qualifiés d'occidentaux, et y compris qu'on considère en fait, comme des pays qui étaient avancés pour les droits des personnes LGBT. Donc, encore une fois, il n'y a pas de prétention à l'exhaustivité dans ce que je dis, mais on est vraiment sur... Il n'y a pas de linéarisation, de cheminement linéaire, c'est pas homogène. Voilà, c'est des rapports de force, c'est des combats qui sont menés par les personnes concernées dans les pays concernés, pied à pied. L'autre jour, j'écoutais une militante thaïlandaise qui racontait comment les militants s'étaient battus en Thaïlande pour obtenir l'ouverture des droits au mariage. Et ça, c'est extrêmement important. Ces droits-là ont été obtenus par des combats, et cette géographie-là doit nous le rappeler. Merci beaucoup, Aude, pour cette question. Merci, Marine. Merci beaucoup, Aude, pour ces éléments. Et cette fois-ci, je me tourne vers vous, Florent, et je vais vous repasser le micro. Puisqu'on a parlé donc de ces phénomènes, de la situation politique et géopolitique. Si on se concentre sur les personnes, est-ce que, puisqu'on parle donc de ces personnes qui, à l'international, fuient leur pays, fuient les persécutions. Est-ce qu'il existe une catégorie, est-ce qu'on arrive à quantifier facilement le nombre de personnes LGBTQIA+, qui fuient leur pays en raison de leur orientation sexuelle ? Alors, il y a deux éléments de réponse à la question. La première, c'est qu'il existe une catégorie, donc il y a la catégorie institutionnelle de réfugiés liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Donc ça, c'est une catégorie du droit d'asile, qui est en réalité une catégorie qui est assez récente, donc qui a commencé à émerger dans les pays occidentaux. Pays-Bas, la première fois on a accordé l'asile sur ce motif-là, c'était en 87, il me semble. États-Unis, 90. En France, c'était 98.
Donc c'est l'idée de voir qu'en fait c'est un motif de demande d'asile qui a été reconnu assez tardivement, puisqu'en fait en réalité dans les motifs de la Convention de Genève, donc la Convention de Genève c'est la convention qui régule le droit d'asile, il y a des motifs très spécifiques, donc si vous n'entrez pas dans les motifs, vous ne pouvez pas juridiquement être reconnu comme réfugié, et donc les personnes LGBT+, ont progressivement été reconnues comme réfugiés au nom de l'appartenance à un certain groupe social. Mais c'est en fait une interprétation du droit d'asile qui est arrivée c'est-à-dire tardivement, qui aujourd'hui est très reconnue, avec des organisations internationales qui vont dire que oui, les personnes LGBT+, sont légitimes à demander l'asile, mais il faut savoir que c'est en réalité très récent et que pendant longtemps, les institutions n'ont pas forcément voulu reconnaître l'asile à ces personnes-là. Et la question sur les statistiques qui est intéressante, c'est qu'en fait, donc là, on ne peut pas quantifier. Pourquoi ? Parce que les institutions de l'asile, souvent, font des statistiques sur les nationalités. Donc, vont dire on a donné tant de statuts de réfugiés à des Afghans, à des personnes qui viennent du Soudan, etc. Mais ne font pas de statistiques sur le motif de la demande d'asile. Donc, en fait, ce n'est pas possible de savoir combien de personnes LGBT+ sont réfugiées. Le Royaume-Uni avait proposé des chiffres à titre un peu... avait fait des statistiques provisoires et mentionné qu'entre 2015 et 2020, ils estimaient que c'était entre 1000 et 2000 personnes par an qui demandaient l'asile sur ce motif-là. Mais quand bien même, en fait, à mon avis, on pourrait quantifier qui a fait une demande d'asile sur motif orientation sexuelle, identité de genre auprès des institutions de l'asile, ça invisibiliserait en réalité largement la situation de l'exil LGBT+, pour plein de raisons. Puisqu'en fait, si on reprend le fil et qu'on remonte les trajectoires des personnes depuis elles sont arrivées en France, elles ont demandé l'asile, jusqu'à qui a réussi à partir de son pays, il y a plein de gens qui sont invisibilisés parce qu'ils n'iraient pas dans ce parcours de demande d'asile particulier. Par exemple ? Par exemple, on peut faire tout le parcours. Déjà, premier élément, la question c'est il faut réussir à partir. Donc en fait, vous avez plusieurs personnes LGBT+ persécutées dans leur pays qui vont jamais réussir à quitter leur pays. Donc celles-ci, elles pourront jamais être quantifiées entre guillemets dans les statistiques de l'asile. Ensuite, vous avez des personnes qui, une fois en France, est-ce qu'elles vont aller vers cette procédure d'asile ou pas ? Elles peuvent savoir, mais elles peuvent déjà ne pas savoir que c'est possible. Elles peuvent ensuite savoir que c'est possible, mais ne pas vouloir faire cette procédure, parce qu'en fait, c'est une procédure qui est très contraignante pour plein d'aspects qu'on va discuter, et les personnes peuvent ne pas vouloir faire ça. Et ensuite, il y a aussi des personnes, en fait, en réalité, ce que les chercheurs d'immigration montrent, c'est que les catégories administratives, les catégories politiques, les catégories du débat public qui opposent des grands types de migrants, donc les migrants économiques versus les réfugiés, les étudiants étrangers versus d'autres types de migrants, en réalité, l'expérience des personnes, elles sont beaucoup plus complexes que ces catégories. Donc pour donner deux exemples, les persécutions, donc dans les pays d'origine, souvent elles vont déclasser matériellement les personnes. C'est-à-dire qu'il y a les persécutions qui sont très intenses, qui sont très spectaculaires, entre guillemets, dont on entend parler, donc les personnes qui sont en prison, la peine de mort, les personnes qui se font lapider, etc. Mais en fait, il y a aussi des persécutions qui sont quotidiennes. Et la discrimination au quotidien, qu'est-ce que ça fait ? Concrètement, ça appauvrit. Donc en fait, ça veut dire vous ne pouvez pas accéder à un travail parce que vous êtes toujours rejeté quand vous cherchez un travail. Vous ne pouvez pas accéder à un logement parce qu'en fait, les personnes, si votre propriétaire, s'il sait que vous êtes LGBT+, il va vous chasser de là où vous êtes. Les gens du village peuvent vous chasser. Votre famille, en parallèle, si elle est au courant, ne va pas vous aider, donc elle ne va pas vous aider financièrement. Et donc, vous pouvez être emmené à déménager plein de fois. En fait, ça appauvrit. Ce qui fait que souvent, les personnes se disent il faut que je parte, aussi parce que c'est plus viable, en fait. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est des personnes qu'on va considérer de migrants économiques ou est-ce que c'est des personnes qu'on va qualifier de réfugiés ? Et donc, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que derrière des personnes qu'on va dire migrants économiques, en fait, il y a peut-être des exilés LGBT+, qui ont dû fuir un contexte de vie qui est trop compliqué pour elles. Autre exemple, souvent, les personnes qui sont les plus jeunes peuvent essayer, celles qui en ont les moyens économiques, sociaux, culturels, de demander des visas étudiants. En fait, l'intérêt quand vous êtes un jeune ou une jeune LGBT+, et que vous pouvez essayer de dire je vais essayer de demander un titre de séjour pour faire mes études en France ou en Europe, c'est que ça permet d'avoir déjà une façon de venir en Europe légale et donc sécurisée. Vous n'avez pas traversé la Méditerranée, mais ça permet aussi d'avoir un prétexte à donner par exemple à votre entourage. Vous allez dire non mais moi je vais en Europe pour faire mes études. Et donc vous n'allez pas dire je vais aussi en Europe, certes pour faire mes études, mais aussi parce que je suis LGBT et que c'est très compliqué de vivre en tant qu'LGBT dans mon pays. Donc derrière un étudiant étranger, vous avez peut-être en fait une personne LGBT+, qui veut trouver une façon de s'exiler en France. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait vous avez les catégories migratoires telles qu'elles sont créées par les politiques publiques qui
trie les personnes, mais vous avez aussi le vécu des gens qui sont contraints de naviguer dans ces catégories pour essayer de trouver une façon de se mettre en sécurité en France. Et donc, en fait, si on s'en tient au bout de la chaîne uniquement aux personnes qui ont eu l'asile sur le motif orientation sexuelle, identité de genre, ça invisibilise toutes ces personnes qui trouvent d'autres façons de venir en France et de se mettre en sécurité, enfin en France ou ailleurs. Merci. Je vous voyais hocher de la tête, Ma. Est-ce que vous vouliez réagir là-dessus? Sinon, ma question suivante parlait justement de ces routes migratoires empruntées aujourd'hui par les personnes LGBTQ+, mais Florent y a partiellement répondu. Effectivement, sur les chemins que nous empruntons, il y a moi, les gens qui sont comme moi, qui viennent directement. Et comme Florent l'a dit, il y a d'autres qui se cachent sur l'effet des études. Moi, normalement, quand je venais en tant que quelqu'un qui venait faire un séminaire pour l'organisation pour laquelle je travaillais. Quand je venais, moi, je savais que je n'allais plus retourner parce que je connaissais déjà la politique au niveau des personnes LGBT en France. Donc, je me suis dit, dans ma tête déjà, c'est une porte de sortie. La première des choses qu'il faut savoir pour quelqu'un qui immigre, qu'il est en train de chercher une porte de sortie pour sa vie. Il ne cherche pas à migrer pour faire plaisir. Parce que moi, mon cas, j'ai laissé quelqu'un derrière moi, qui est mon enfant. C'est pas facile pour une mère de laisser son enfant pour venir. Déjà, l'enfant, je l'ai fait pour pouvoir cacher mon orientation sexuelle. Ça, c'est quelque chose, c'est pas joli à entendre, ni joli à dire. Mais c'est ce que j'ai fait. Et je suis pas la seule, il y a plein qui le font. Et déjà, quand je viens encore, il est derrière. C'est pas pour dire que je viens pour m'amuser ou quoi. Mais je viens parce que je sais que si je ne viens pas, je risque de perdre ma vie, au fait. Je risque de ne pas avoir un lendemain. Et le fait de venir ici, pour nous, personnes LGBT, c'est la sécurité qu'on vient chercher. C'est une vie, c'est-à-dire on veut vivre. On n'est pas venu mendier quoi que ce soit. On veut vivre légalement. C'est pour ça qu'on se met dans ces procédures. Mais il faut savoir aussi que toute personne LGBT qui migre pour venir a un parcours qui n'est pas facile. Il y a d'autres qui passent par l'eau et il y a plein qui y restent parce qu'ils veulent fuir. Déjà, nous-mêmes, en tant qu'Africains, devant la famille, on ne peut pas affirmer cela devant la famille. Aujourd'hui, je suis là en train de parler. Là, je confirme à ma famille qui je suis. Ça a des conséquences pour mon fils qui est là-bas. Mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Il y a plein qui n'oseront pas. Il y a d'autres même qui viennent, ils demandent l'asile. Ils sont homosexuels. Mais quand ils viennent et qu'ils croisent quelqu'un qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, j'ai demandé comme ça. Ils ne peuvent pas le dire. On est obligé de tout le temps se cacher. Et quand on vient, on nous indexe. Mais il n'y a pas à nous indexer. On ne fait aucun mal à quelqu'un. On veut aussi avoir une vie de famille. Être en couple, vivre avec notre amoureux, notre amoureuse, tranquillement, sans déranger qui que ce soit. Dans les trajectoires pour venir, c'est quand même complexe et très très large. C'est différent en fonction des personnes. Il y a d'autres qui ont vécu pire que moi. Ça, c'est sûr et certain. Et je les entends à l'Ardis lorsqu'on discute. Donc, il faut comprendre que les trajectoires sont vraiment différentes en fonction des cas, des situations que chacun d'entre nous traversons dans nos familles. D'abord, la base, c'est la famille. C'est nos familles qui est le problème avant la société dans laquelle nous vivons, ainsi que les traditions. C'est ce qui nous pousse à partir, au fait, parce qu'on est fatigué. Merci beaucoup. J'enchaîne avec la dernière question sur le côté un peu international que je pose donc au public. Et puis ensuite, on va parler de la situation en France, pour pouvoir se concentrer sur notre beau pays. Donc, troisième question. Quel pays
a censuré plus de 200 mots de ses documents officiels, sites et archives, parmi lesquels transgenre, LGBT, sexualité, gay ou encore minority. Oui, je vois. Oui. C'était une petite question cadeau, mais voilà, vous avez tous la bonne réponse, qui est la réponse B, effectivement, les États-Unis. Pour la petite anecdote, donc, enfin, non, pas la petite anecdote, mais vous pouvez retrouver la liste des plus de 200 mots interdits par l'administration Trump sur le site de l'association PEN, P-E-N, si vous voulez voir tous les mots qui ont été censurés. Et puis une autre anecdote, la photo de l'avion Enola Gay, qui est l'avion qui a transporté la première bombe atomique qui a été donc lancée sur le Japon, a été aussi supprimée des archives des États-Unis puisqu'elle contient le mot gay. Voilà, donc c'était une petite question qui montre un petit peu le côté absurde dans lequel nous pouvons vivre parfois. Donc on a vu la situation, on a essayé de cartographier un petit peu la situation à l'international et puis les trajectoires des personnes qui fuient leur pays. Si on se concentre maintenant sur la France, sur le fait de s'exiler en France, je voulais vous demander comment, à tous trois, comment se passe l'arrivée en France. Peut-être que, je ne sais pas si Ma, vous voulez en parler, ou peut-être Aude ou Florent, de vos points de vue respectifs. L'arrivée en France, pour moi déjà, la première des choses, comme je l'ai dit au départ, c'était de me cacher. De me cacher, pourquoi? Parce que déjà, quand on vient psychologiquement, on est atteint en fait. On ne se rend pas compte. Et lorsqu'on sait qu'on demande l'asile et qu'on se lance dans la procédure, le temps de se cacher, le temps de se prendre en main, psychologiquement, même physiquement, on se rend compte qu'on a dépassé le délai des 90 jours pour demander l'asile. Voilà, c'est 90 jours dès le jour d'arrivée pour demander l'asile. Pour demander l'asile sur le territoire français. Et on se rend compte qu'on a dépassé ce délai. Il y a d'autres qui ont la chance, qui sont informés, qui vont vite. Mais nous, eux, on les appelle procédure normale. C'est ceux qui sont sur procédure normale. Nous autres qui sommes sur procédure accélérée, malheureusement, on n'a plus droit, on n'a plus, comment on appelle ça, on n'a plus droit au logement, droit à quoi que ce soit, à part qu'on a notre attestation qui prouve que vous êtes sur le territoire. Vous n'êtes pas, vous avez un document qui prouve que vous êtes là. Et dans ce cas-là, c'est à nous de nous débrouiller. On mange, c'est pas problème de quelqu'un. On dort, c'est pas problème de quelqu'un. On se lave, ça regarde personne. C'est à nous de nous débrouiller. Et ça encore, ça fait mal encore. Parce qu'on se dit, est-ce que ça valait la peine d'aller demander l'asile? C'est-à-dire, il ne tient pas compte de l'effet de notre état psychologique, au fait. Quand on vient demander l'asile, ils ne tiennent pas compte. Il se dit, tu as dépassé le délai, ils n'ont pas de truc pour toi. Tu te débrouilles. Et dans les faits, quand je dis débrouiller, tu peux faire des bêtises, si je peux me permettre de dire, parce que tu as besoin d'être quelque part où dormir. Il y a d'autres qui vendent les services pour pouvoir avoir où dormir, ou de quoi manger. Donc ça encore, ça crée encore d'autres maladies qui viennent s'ajouter. Si ton état, il y a l'état psychologique, il y a l'état physique, encore ta santé qui est en jeu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé dans les délais qui étaient dits. Ensuite, au niveau de l'OFPRA, comme Aude l'a dit. L'Office français, je précise, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Au niveau de l'OFPRA, lorsque déjà tu n'as pas droit au travail, il faut préciser, que ce soit en procédure accélérée comme normale, tu n'as pas droit au travail. Au moins, même si tu avais droit au travail, tu pouvais te travailler pour pouvoir te louer un petit coin quand même pour pouvoir dormir. Déjà, tu n'as pas droit. Tu as droit au travail 6 mois. Si dans 6 mois,
tu n'as pas été appelé à l'OFPRA, là, je pense que c'est ton employeur qui fait l'autorisation pour que tu puisses travailler. Mais ça encore, c'est rare parce que tu es convoqué avant les 6 mois. Et lorsque tu es convoqué encore à l'OFPRA, comme je l'ai dit, on a caché notre sexualité depuis longtemps. Le fait de nous dévoiler devant un inconnu, c'est vrai, ça sera peut-être la dernière fois qu'on le voit. Donc, il faut parler, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des questions, ils posent, tu te demandes, est-ce que tu dois lui dire ou pas? Tu as peur. Au fait, moi, mon cas, j'avais peur du jugement. J'avais peur que celui qui était en face de moi me juge. Donc, il y a des questions, je n'arrivais pas à répondre. J'étais en panique à chaque fois. Ensuite, quand ça finit, soit tu l'as pas. Mais quand même, il faut savoir qu'il y a beaucoup, ils doutent sur tout ce que tu dis. Tout ce que tu vas dire, il va douter. Ton histoire, ça ne l'intéresse pas bien. Il va douter, ça c'est la base. Quand tu es rejeté, tu dois aller à la CNDA sur les bases du motif du rejet. Cour nationale de droit d'asile. Et moi, présentement, je suis à la CNDA. Et là, j'attends de passer à la CNDA, j'attends ma date. Là-bas aussi, je ne peux pas dire, parce que je n'ai pas encore été là-bas, mais c'est un stress. Tout ce parcours-là, ça augmente le stress au fait. Tu as peur, tu es stressé. Et quand tu as un rejet, moi comme ça, quand j'ai eu le rejet, je me suis dit, j'ai été rejetée dans ma famille, j'ai été rejetée par ma communauté. Je viens ici trouver une autre porte de secours, je suis rejetée encore. Pour finir, tu te demandes, est-ce que c'est juste au fait? Tu as envie de tout arrêter. Moi, j'avais envie de me suicider. Si ce n'était pas ma psychologue, je ne sais même pas si j'allais continuer le parcours. Je ne voulais plus continuer avec la CNDA, au fait. Elle m'a dit non, il faut continuer, il y a de l'espoir, on va y arriver. Et quand je suis partie à la 10, on m'a dit oui, on continue, il y a de l'espoir. Et c'est dedans que je suis. Mais cet espoir-là, le fait même que je suis en train de parler ici, ça va même, rien n'est sûr pour moi. Je peux avoir dans quelques semaines ou dans quelques mois, avoir mon OQTF devant moi. Rien n'est sûr, en fait. Le parcours, il est long, il est fatigant, il est stressant. Il fait peur pour nous. Or, déjà, nous-mêmes, au fond, on est fatigués. On veut avancer, on veut une vie meilleure pour nous. Merci beaucoup. Vous avez parlé, de l'ARDIS. Donc, Aude, je vous regarde, puisque du point de vue de l'association, justement, comment est-ce que ça se passe, comment vous le vivez au quotidien, cette arrivée en France? Je pense que c'est important de rappeler que le droit d'asile, c'est un droit qui est un droit fondamental, hein, que la France reconnaît, parce qu'elle est signataire d'une convention qui est la Convention de Genève, donc ça relève du droit international. C'est même un droit d'asile. Le droit d'asile, c'est même un principe qui a valeur constitutionnelle. Je le dis parce que aujourd'hui, on entend beaucoup que de la part de certains politiciens ou politiciennes qu'on voudrait revenir sur ces droits-là, qu'il faudrait placer le droit français au-dessus du droit international, etc. Là, on est ce droit, il est encore protégé. Il est encore protégé par l'état de droit, en fait. Mais pour autant, on voit que l'État et les lois et les droits se réduisent de plus en plus et que ça a des conséquences concrètes pour les personnes qui demandent l'asile et notamment aussi pour les personnes LGBT.
L'exemple que cite Ma, il est très important. Enfin, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a une précarisation, une fragilisation qui est massive envers les demandeurs et demandeuses d'asile, envers les personnes exilées qui fuient les persécutions, avec l'objectif politique qui est de faire fuir les gens, en fait, de réduire une forme d'appel d'air et de faire croire que ce serait facile d'être demandeur ou demandeuse d'asile. La réalité aujourd'hui, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas le droit de travailler quand elles sont sur le territoire. Alors certes, elles ont un droit au séjour, c'est-à-dire qu'elles sont légalement sur le territoire, et ça c'est vraiment protégé par les textes internationaux, mais elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas le droit de subvenir à leurs besoins. Du coup, en compensation, l'État va donner une allocation qui est inférieure au RSA, qui est encore inférieure si jamais l'État donne également un hébergement, ce que normalement elle devrait être obligée de faire selon les normes européennes. Mais en fait, le MA a cité un cas classique, qui est quand on demande l'asile après 90 jours, eh bien tout ça est refusé aux personnes. Donc vous avez des personnes qui sont privées du droit de travailler, qui ne reçoivent aucune allocation, aucun hébergement, qui doivent quand même affronter une procédure d'asile qui dure 6 mois, 1 an et demi, et qui doivent survivre malgré ça. Pourquoi c'est important dans le cas des personnes que nous on accompagne? Parce que en fait, dans ces cas-là, la première des ressources, le premier réseau de solidarité, c'est la communauté nationale. Et là, je pense que Florent pourra en reparler et que Ma me contredira pas. Il y a un rapport qui est très ambivalent pour les personnes LGBT avec la communauté nationale, parce qu'en fait, à la fois, c'est une ressource, c'est la condition de la survie, et en même temps, c'est un milieu où on doit continuer de se cacher, où on ne doit pas être découvert, où parfois les gens, vous partagez une chambre avec quelqu'un de votre pays et on fouille dans vos affaires, on découvre que vous êtes homosexuel et on vous met à la rue, quand en plus vous n'êtes pas victime de violence. Voilà, donc on a, pour les personnes LGBT, cette difficulté, cette vraiment très très grande difficulté d'une très grande précarisation et qui fragilise vraiment les personnes. Enfin, je ne vais pas redire ce qu'a dit Ma très bien, mais qui met les personnes qui devraient être en sécurité et qui en fait fait tout le contraire. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, parce que de fait, nous, on voit une meilleure prise en compte des besoins des personnes LGBT. Moi, aujourd'hui, on parle aux institutions, on parle au ministère de l'Intérieur des questions LGBT. On ne parlait pas comme ça il y a 10 ans, on ne parlait pas comme ça il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a une vraie compréhension. Enfin, voilà, dans la société, on prend de plus en plus en compte les questions LGBT. C'est mieux entendu. Mais de l'autre côté, vous avez le droit des étrangers, la situation des personnes étrangères, la situation des personnes qui demandent l'asile qui se dégrade. Et en fait, ce qu'on gagne un petit peu d'un côté, en fait, on le perd puissance 10 de l'autre. Et à chaque loi, c'est une dégradation. À chaque loi, l'État a de plus en plus d'outils pour priver les personnes de ressources, pour priver les personnes de droits, pour s'attaquer à leur droit au séjour, par exemple, au fait que les gens peuvent être expulsés dès le rejet à l'OFPRA, c'est-à-dire en première instance, les gens qui viennent de certains pays, qui sont considérés comme sûrs, mais qui ne sont pas sûrs pour des personnes LGBT. Donc vous voyez, à chaque loi, les droits qui se réduisent. Et donc là, vraiment, je pense que pour les personnes LGBT qui demandent de l'asile, il y a vraiment cette ambivalence-là. C'est-à-dire que d'un côté, certains droits sont de plus en plus reconnus, et de l'autre, les droits des personnes étrangères, les droits des personnes qui demandent l'asile reculent de manière réelle, concrète. Et là, je ne pourrais pas l'exprimer mieux que moi. Merci beaucoup. Et Florent, je me tourne vers vous aussi sur cette question justement de l'arrivée en France. Qu'est-ce que vous avez pu observer dans vos études ? Oui, merci. Je ne vais pas ajouter beaucoup de choses parce que vous avez dit beaucoup d'éléments déjà. Mais juste peut-être 1 ou 2 points importants à mon sens sur la question des compatriotes notamment. En fait, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'on a souvent l'idée que les trajectoires migratoires, je reviens un tout petit peu en arrière, elles sont souvent associées là où sont localisées des personnes qu'on connaît déjà et des personnes qui viennent du pays d'origine. Donc on a l'idée que les personnes migrantes, elles vont aller là où il y a des personnes de la même communauté nationale. Et en réalité, ce qui est assez important pour les personnes LGBT+, c'est que c'est parfois des situations inverses. C'est-à-dire que les personnes vont éviter les lieux où il y a parfois les pays, parfois les villes, parfois certains quartiers, vont éviter d'aller dans des endroits où ils connaissent des personnes. Donc par exemple, des personnes qui vont se dire, en Angleterre, il y a ma famille, et moi je vais aller partout sauf en Angleterre, puisqu'en fait, on ne veut pas avoir une réplication, comme ça a été expliqué, des formes de LGBT-phobie qui peuvent exister. Donc en fait, ça fait des trajectoires migratoires qui se construisent autant par la répulsion que par l'attraction de certains pays.
Ensuite, en termes d'accès à la demande d'asile, c'était très important de souligner que ce délai de 90 jours, il pose vraiment beaucoup de difficultés parce qu'il y a plein de raisons qui font que les personnes peuvent ne pas demander l'asile en réalité. Donc on a évoqué la question de l'information, genre est-ce que les gens déjà sont au courant, ce qui est souvent pas le cas pour les personnes LGBT+, tous les enjeux psychologiques, est-ce que je suis prêt ou prête à me lancer dans une procédure comme ça, et donc qu'est-ce qu'elle induit? Et en fait, qu'est-ce qu'elle induit? C'est qu'elle induit une mise en visibilité au quotidien, et c'est là où on voit en fait tout le paradoxe de cette demande d'asile. Parce qu'en fait, le fait qu'il soit possible de demander l'asile sur ce motif, c'est un élargissement de la protection, puisque ça ajoute des personnes en plus pour accéder à ce statut de réfugié, mais en même temps, ça fait qu'au quotidien, vous devez gérer une étiquette qui s'impose à vous et qui en fait va vous contraindre dans votre quotidien ici en France. Il faut gérer la relation avec les compatriotes. Ce qui fait que des personnes vont en fait, pour cacher leur orientation sexuelle, vont aussi parfois cacher qu'elles sont en demande d'asile. Et donc dire à leurs compatriotes, je demande l'asile sur un autre motif, ou en fait je ne suis pas demandeur d'asile, je suis étudiant, je ne suis pas demandeur d'asile, je suis ici parce que je travaille. Et il y a aussi un enjeu qui est peut-être un peu sous-estimé, c'est qu'en fait les gens... ils n'associent pas forcément positivement le fait d'être réfugié. En fait, c'est aussi un stigmate potentiellement d'être réfugié par rapport à je suis venu en France pour travailler, je suis venu en France parce que je suis étudiant. Les personnes disent moi je suis venu en France parce que je suis réfugié. Il y a des personnes qui m'ont dit que en fait, ce terme-là même était compliqué à assumer. Et parfois dans les trajectoires, notamment des trajectoires de militants, d'activistes dans leur pays, en fait la demande d'asile c'est assez ambivalent parce que demander l'asile en France, c'est acter que le combat a été perdu. C'est en fait, j'ai pas réussi, je dois aller en France demander l'asile, et donc des gens peuvent avoir psychologiquement ne vont pas vouloir s'engager dans cette procédure pour ce qu'elle signifie pour eux personnellement. Et donc en fait, et puis ça se joue aussi sur des rencontres. En fait, qui on rencontre en France? Est-ce qu'on rencontre un psychologue ou un médecin ou une association qui va pouvoir nous dire va faire une demande d'asile? Mais toutes les personnes qui ne rencontrent pas une personne qui va pouvoir les orienter, elles vont pas pouvoir aller là-dessus. Et donc, ce qui est très important ici, plutôt d'un point de vue sens social, en fait, c'est de voir comment, dans les trajectoires, arriver à la demande d'asile, en fait, ça s'explique par plein d'autres choses qui ne sont pas que ce qui a été vécu dans le pays d'origine. Et donc, en fait, ça remet en question l'idée que la demande d'asile, c'est on va chercher la vérité intérieure des personnes. En fait, la vérité intérieure des personnes, c'est une possibilité parmi d'autres, mais en fait, il y a plein d'éléments qui expliquent qu'on va vers cette procédure, ou surtout qu'on n'y va pas. Et c'est pour ça que c'est très complexe, cette question des 90 jours à respecter. Et après, je ne sais pas si on va avoir une question spéciale, la procédure en elle-même. Oui, on peut en parler justement, j'allais enchaîner là-dessus, sur les... Donc on a vu une partie des mécanismes, en fait, de comment se passe concrètement l'arrivée en France, la demande d'asile, la demande de statut de réfugié. En quoi ces mécanismes sont efficaces ou inefficaces? Pour poser la question très, très largement. Aude. Alors, dans la demande d'asile, les personnes doivent convaincre les institutions de l'asile qu'elles ont des craintes personnelles de persécution si elles rentrent dans leur pays d'origine. Pour les personnes LGBT, c'est un peu particulier parce qu'il ne s'agit pas de prouver ou de convaincre que les hommes gays sont persécutés au Sénégal ou les femmes lesbiennes sont persécutées en Géorgie. Ça, les institutions le savent, c'est établi. Pour les personnes LGBT, il s'agit de convaincre qu'elles sont bien homosexuelles ou qu'elles sont bien trans. Ça semble absurde, hein. Il n'y a évidemment pas de preuve de l'homosexualité. Si vous regardez la jurisprudence sur la demande d'asile LGBT, en fait, il y a des pays qui ont cherché à faire des preuves de manière totalement indigne, hein. La République tchèque a imposé ce qui s'appelait des tests phallométriques, c'est-à-dire de mesure de l'excitation sexuelle des hommes devant des pornos gays. Ça a été évidemment très durement condamné par la jurisprudence, par la justice européenne. De même, les Belges, en 2018, c'était des tests psychologiques, hein, comme si on pouvait, s'il y avait des tests de l'homosexualité. Donc vous voyez, il y a une jurisprudence qui montre toutes ces tentatives d'objectiver une décision, c'est-à-dire de chercher des preuves pour cette décision. En fait, il n'y a pas de preuves. Et ce qui reste, évidemment, c'est la capacité des personnes à raconter leur histoire et la capacité à convaincre. Et donc, il reste l'intime conviction
des officiers ou des officières quand c'est l'OFPRA, des juges quand c'est la Cour nationale du droit d'asile. Et donc ça, c'est évidemment, ça pose un énorme problème parce que ça va beaucoup reposer sur les représentations des juges, des officiers officières, de ce que c'est que être une personne trans au Brésil, de ce que c'est, est-ce que c'est crédible, est-ce que l'histoire que les personnes racontent est crédible, est-ce que de ce que c'est que être une femme lesbienne en Côte d'Ivoire, est-ce que est-ce que l'histoire que les personnes racontent est crédible? Et c'est toujours la double contrainte, parce que il faut à la fois que les personnes racontent une histoire qui ne ressemble pas trop à celle des autres, sans quoi on a l'impression que c'est un peu stéréotypé, comme dirait l'OFPRA, c'est pas très personnalisé, etc. Et en même temps, quand c'est trop bizarre, c'est pas très crédible. Voilà. C'est-à-dire que quand ça sort vraiment de la représentation que se sont construits les officiers officières ou les juges, eh bien, ça passe pas non plus. Et il faut bien avoir en tête quand même que ces représentations-là, elles sont pas toujours construites parce que les officiers officières vont dans le pays. Ils rencontrent des personnes LGBT, par exemple, sur place, ou idem sur les juges. En fait, c'est une très, très grande minorité. Souvent, les gens qui décident n'ont jamais mis les pieds dans le pays pour lequel ils décident. À l'OFPRA, il y a une petite spécialité géographique. À la CNDA, pas du tout. Vous avez des juges, ils sont toujours restés, ils sont magistrats administratifs. Voilà, ils ont fait toute leur carrière comme magistrats administratifs et ils se retrouvent juges de l'asile à savoir si la personne en face d'elle est bien une lesbienne de Géorgie, par exemple. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a sans doute une forme d'absurdité. C'est sans doute la demande d'asile qui repose le plus sur l'intime conviction des officiers et officières de protection, plus que d'autres qui vont être fondées, où on va poser des questions sur une réalité géographique, pour les personnes, les minorités religieuses, un certain nombre de rites. Vous voyez, il va y avoir... vous avez d'autres demandes d'asile, c'est aussi l'intime conviction, mais c'est un peu moins l'intime conviction. La demande d'asile LGBT, c'est la demande d'asile de la preuve impossible, en fait. Florent, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'efficacité ou non? Aude a dit beaucoup de points, peut-être pour ajouter un peu sur des injonctions contradictoires ou les difficultés à gérer cette demande. Il y a aussi, j'y pense, une question dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est la question des interprètes, toute la question des compatriotes qui a été évoquée, où il y a un peu cette tension à se rendre visible ou s'invisibiliser. En fait, devoir parler de ce sujet-là devant un interprète qui potentiellement vient du même pays, ça peut être problématique. Donc il y a des interprètes sont formés, mais il reste quand même que ça peut, au pire, des interprètes peuvent faire des remarques, des commentaires, où parfois les personnes se sentent inhibées et ne vont pas oser parler de ça devant une personne du même pays. Et après, en termes d'injonctions contradictoires, en fait, ce qui est assez difficile, c'est que les institutions vont aussi avoir des représentations sur qu'est-ce que c'est être gay, être lesbienne dans tel ou tel pays, avec l'idée que c'est des pays où il y a très peu de marge de manœuvre possible en réalité. Donc en fait, ça, c'est assez compliqué à saisir parce que d'un côté, des persécutions existent, mais de l'autre, ça ne veut pas dire que les personnes sont incapables de mener une vie personnelle, de mener une vie LGBT+, etc. Et donc la difficulté, c'est que du coup, il faut en même temps donner suffisamment d'expérience personnelle pour convaincre qu'on est bien une personne gay, une personne lesbienne, donc raconter sa vie avec son compagnon ou sa compagne, son compagnon, comment on a pu rencontrer des personnes, comment gérer ça au quotidien. Et en même temps, plus vous donnez d'éléments de votre vie en tant que personne gay, lesbienne, trans, plus ça peut paraître un peu suspicieux du point de vue des institutions, parce qu'ils vont se dire, mais attends, si vous venez de tel pays, où c'est condamné, etc., comment c'est possible que vous ayez pu avoir toute cette vie-là ? Et en fait, c'est très contradictoire parce qu'il faut à la fois montrer, mais en même temps, si on en dit trop, ça peut lever le soupçon. Et donc, ça donne des situations assez complexes où parfois, les personnes vont pouvoir essayer de stratégiquement, en fait, essayer d'appauvrir leur propre récit pour se dire mais si je raconte trop de trucs, on va me dire c'est pas crédible. Ou à l'inverse, si je donne pas assez de persécution, on va penser que c'est pas crédible non plus. Et donc les personnes, en fait, comme elles sont totalement désemparées, peuvent parfois vouloir ajouter ou enlever, etc., dans leur propre histoire, qui n'est pas une histoire qui n'est pas fausse, mais qu'en fait elles vont essayer de se dire est-ce que ça va être crédible, et donc vont essayer d'adapter leur propre présentation de soi face aux institutions. Et il y a aussi toutes les pratiques qui ont été interdites, donc comme Aude a mentionné, mais en fait ça implique pas non plus, enfin ça va pas non plus empêcher que certaines personnes vont pouvoir vouloir, elles,
exposer leur intimité pour essayer de convaincre les institutions. Donc parfois vont essayer, donc dans les associations, moi j'ai pu le voir quand j'étais à l'Ardis, des personnes qui spontanément vont se dire mais est-ce qu'il faut que je monte des photos en fait? Est-ce qu'il faut que j'en arrive à produire des vidéos pornographiques de moi en train d'avoir des rapports sexuels pour qu'on veuille bien me croire? Et en fait là ça crée aussi un paradoxe qui est, la difficulté c'est qu'en fait les personnes sont dans une interaction où elles perdent leur propre maîtrise de leur intimité. C'est-à-dire que ce n'est pas elles qui peuvent choisir c'est quoi l'intimité. Donc en fait, les institutions vont dire, après toutes les dérives qu'il y a eu et toutes les jurisprudences qui ont été mises en place, il faut qu'on trouve une façon d'interroger les personnes tout en respectant leur intimité. Parce qu'on ne peut pas être intrusif, il faut respecter la dignité des personnes. Donc du point de vue des institutions, en fait, l'intimité, elle est définie par les pratiques sexuelles. Donc en fait, on ne va pas poser des questions sur les pratiques sexuelles. On ne va pas dire, questions qu'on peut être posées auparavant, quelle position vous adoptiez pendant vos rapports sexuels ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas possible. Sauf que l'intimité, du point de vue des institutions, le problème serait réglé avec, on ne parle plus des pratiques sexuelles. Mais en fait, pour des personnes, vous posez des questions sur comment vous avez rencontré votre compagne ou votre compagnon, qu'est-ce que vous aimez dans cette relation, qu'est-ce que vous trouviez chez lui qui vous plaisait. C'est déjà l'intimité qui peut être entrée. Oh, pardon. Et il demande aussi où vous vous rencontrez. Il demande aussi où vous vous rencontrez, quand vous voulez vous voir, quand vous vous voyez, c'est-à-dire au niveau du superficie de la chambre. Est-ce que c'est un lieu public, un lieu privé? Quand c'est dans la chambre, comment ça se passe? Comment vous vous envoyez des messages? Est-ce que tout ça, ils demandent au fait? C'est vrai, ils ne vont pas aller directement dire est-ce que le sexe... Mais quand même, ce qu'ils posent comme question, pour nous, c'est ça, au fait. Et aussi, ce que l'Ardis fait que j'aime beaucoup, c'est au niveau du langage. Nous, on a notre manière de comprendre le français qui n'est pas pareil qu'ici. Et l'Ardis, il nous aide à comprendre la manière de parler correctement pour qu'ils puissent comprendre comme nous voulons qu'ils nous comprennent, au fait. Et ça, c'est bien. Mais au niveau des questions, pour moi, elles sont un peu intrusives quand même. Parce que quelqu'un que je ne connais pas, j'ai jamais vu, lui dit comment je voyais ma petite amie. Oui, je dis le lieu, mais il va me demander, quand vous partez là-bas, est-ce qu'il y avait du bruit, les gens étaient autour? Pour moi, c'est trop rentré dans mon intimité et c'est pas joli à dire à quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Donc, tu m'excuses, hein? Mais pour moi, au niveau des institutions, il faut une formation quand même. Encore, je ne sais pas s'ils sont formés ou pas, mais quand même, il faut une formation de base. Et aussi qu'ils tiennent compte de l'effet, du côté psychologique que nous traversons en tant que personnes LGBT. Merci beaucoup, Mad. Florent, vous vouliez rajouter quelque chose? C'est exactement ça. C'est que la définition de l'intimité, en fait, c'est pas la même des institutions ou des personnes concernées, quoi. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que, comme là, par exemple, elle m'a pu expliquer, c'est que les associations vont aider sur... on se prépare à verbaliser, on se prépare à parler de ces choses-là, à répondre à ces questions. Mais du coup, toutes les personnes qui n'ont pas la chance de passer par une association, en fait, se retrouvent complètement seules face à cette procédure. Et en réalité, du coup, elle est très inégalitaire parce que ça va jouer... Est-ce que vous avez eu l'habitude de parler de ça? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui vous ont habitué à répondre à ces questions? Est-ce que vous, même d'un point de vue fréquentation, et avoir des personnes aussi LGBT+, dans son entourage, ça peut aider à être familiarisé là-dessus. Les militants peuvent avoir plus de facilité sur ces questions-là, mais en fait, beaucoup de personnes qui n'ont pas d'association vont être très désemparées face à ça. Non, je vous regardais, je pensais que vous vouliez réagir. Non, mais pour aller dans le même sens, l'inégalité, elle se fait aussi sur le niveau d'instruction, la scolarisation. Il y a des personnes il y a une très très grande inégalité qui repose. Les attentes de l'institution sont très fortes en termes de capacité d'abstraction, d'introspection aussi, d'être capable de parler de soi, sur la chronologie des événements. Il y a une très grosse exigence sur la crédibilité du récit. Elle est beaucoup jugée sur la capacité à restituer
des événements dans un ordre précis, dans une logique qui se comprend, alors que la vie, elle est évidemment pas toujours logique et pas toujours rationnelle. Et là, vous avez des personnes qui comprennent assez rapidement cette exigence et des personnes qui la comprennent moins, et beaucoup, je pense, sur la scolarisation. Et notamment parce qu'en fait, ou un certain nombre de cadres et les gens sont très, très inégaux vis-à-vis de ça c'est sûr. Voilà. Et puis, il y a aussi toute la question du psychotrauma. Hein. Évidemment, les personnes qui ont vécu des traumatismes, elles peuvent oublier un certain nombre d'événements, elles peuvent ne pas pouvoir en parler. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très peu... Ils essayent de prendre ça en question, enfin, de prendre ça en... d'en tenir compte, mais c'est très insatisfaisant, je pense, aujourd'hui. Merci. Je vous pose une toute dernière question à vous dans le public, et ensuite on va parler des luttes et des horizons que l'on peut imaginer ensemble pour essayer d'ouvrir sur quelque chose de plus gai. Donc, question 4. En France, quels critères ouvrent le droit au statut de réfugié ? Est-ce A, les persécutions en raison de la religion, B, les persécutions en raison de considérations liées au genre et à l'orientation sexuelle, C, les persécutions en raison d'opinions politiques, ou D, toutes ces réponses? Oui, voilà. Je vois que c'est la réponse D à l'unanimité. Vous avez très bien deviné. Je ne sais pas si, Aude, vous vouliez en dire juste un petit mot de ces éléments-là. Oui, je pense que c'est important de bien comprendre que les personnes LGBT sont réfugiées au même titre qu'un opposant politique, au même titre qu'une personne issue d'une minorité religieuse. C'est vraiment un statut de réfugié plein et entier. Et même parfois, elles sont plus protégées que des personnes qui fuient la guerre, qui ne sont pas forcément éligibles au statut de réfugié, selon les textes internationaux, qui peuvent avoir une protection qu'on appelle la protection subsidiaire, qui est une protection internationale qui existe, qui n'est pas basée sur la Convention de Genève, mais plutôt sur les textes européens, et qui protège les personnes, mais qui ouvre un petit peu moins de droits. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est un motif qui a été reconnu peu à peu par la jurisprudence, comme disait Florent, mais aujourd'hui, c'est inscrit dans les textes européens, en dur, et c'est également inscrit dans la loi, la loi française. Merci. Et donc, je propose pour cette troisième partie de notre discussion de parler donc des luttes et des horizons. Avec une première question, peut-être soit à vous, Ma, ou autre, sur les luttes. Quelles sont les luttes que mènent les personnes LGBTQI+, qui sont en exil? Comment est-ce qu'elles luttent pour se faire reconnaître, se faire connaître, se protéger? Et est-ce qu'on peut être militante LGBTQI+, quand on est sans papier, quand on est débouté, quand on est en demande d'asile, quand on fait face à ce dont nous avons parlé tout au long de cette conversation? Oui, on peut être sans papier et être dans la lutte, le temps d'être régularisé. On peut aussi... Tu peux, s'il te plaît, reprendre le début? Oui, c'était... quelles sont les luttes que mènent les personnes LGBTQI+, exilées, et puis comment, pour se faire connaître, se faire reconnaître leurs droits? Déjà, pour nous, personnes LGBT qui sommes en exil, la première des choses, c'est d'avoir une asso comme l'Ardis, bien sûr, que je remercie beaucoup déjà, qui nous prennent en charge, qui nous aide à comprendre. Mais la lutte, c'est déjà s'affirmer. Parce qu'il faut reconnaître que quand on est seul, c'est pas facile. Et quand on est en groupe, on a plus de force. Moi, je vais prendre mon cas. Pourquoi moi, aujourd'hui, je m'affiche? Pourquoi? Parce que je me dis, si je ne le fais pas, personne ne va le faire, parce qu'on se cache. Si nous-mêmes, on ne lutte pas pour nous, qui le fera? Si nous-mêmes, on ne lève pas haut la main ou haut le drapeau, qui va le faire pour nous? Personne. Il faut le faire. Il faut parler. On n'est pas différents des autres, des hétéros. Nous ne sommes pas différents d'eux. Au contraire, nous sommes mieux qu'eux. Ben oui, moi c'est ce que je me dis chaque jour que je me réveille.
Quel que soit ce qui se passe, je suis mieux que les autres. Nous ne sommes pas différents. Et la lutte, il faut le faire pour montrer à tout un chacun que nous en valons la peine. Nous ne faisons pas de mal à nos prochains. Il n'y a pas plus doux que nous. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas plus doux que nous. Simplement qu'on veut montrer, on doit montrer aux autres qui se cachent qu'il ne faut pas se cacher. Comme on a trop, moi mon cas j'ai trop entendu, tu es maudite, la religion, tu vas partir en enfer. Mais quand je m'assois aujourd'hui et je regarde l'enfer, c'est les autres. Je pense qu'il y a un philosophe qui l'a dit. Effectivement, l'enfer, c'est les autres. On le voit, ce qui se passe jour et nuit. Donc, il faut se lever tous ensemble et lutter. Pourquoi se taire? Nous ne sommes pas différents. Simplement que nous n'avons pas les mêmes envies sexuelles. C'est tout. Et on est libre d'avoir notre envie comme on le veut. Donc pourquoi nous-mêmes nous faire du mal en se cachant? Il faut s'afficher, il faut le dire haut et fort, ne pas se taire. Mais tout ça, on le fait quand même avec le respect. Il faut reconnaître. Merci, Ma. Je ne sais pas si Aude, vous vouliez ajouter quelque chose. C'est difficile de passer après ça, mais je ne reviens pas sur l'importance du collectif, ça c'est extrêmement important. Je dirais peut-être plutôt sur la dimension intersectionnelle, c'est-à-dire le fait d'être à la fois sur des droits des personnes LGBT et le droit d'asile. Hein, ça ouvre en fait plusieurs champs d'action en termes de lutte. Hein. D'abord, pour l'ARDIS, ça a été un combat de faire reconnaître les droits des personnes étrangères LGBT au sein des communautés LGBT. Hein. Aujourd'hui, les études sur le vote, elles montrent qu'il y a les personnes LGBT, elles votent autant Front National ou Rassemblement National, peu importe, que les autres. Et donc, c'est quand même un vrai, pour nous qui sommes des militants LGBT, c'est quand même une vraie prise de conscience hein, d'essayer dans une communauté qui devrait être la nôtre, de faire comprendre qu'il y a des personnes LGBT étrangères qui se battent pour les droits des personnes étrangères, des personnes qui demandent l'asile. Hein, c'est aussi se battre pour les droits des personnes LGBT. C'est aussi faire reconnaître à des associations hein, qui militent en droit d'asile l'importance des droits des personnes LGBT. Enfin voilà, il y a des LGBT-phobies dans tous les milieux et dans des associations qui défendent les droits des personnes étrangères également. Donc je dirais que c'est ça peut-être ensuite de ce que dit Ma, qui est très important sur le collectif, c'est effectivement agir quand on est à cheval comme ça sur plusieurs champs, essayer d'agir dans les champs pour faire reconnaître les droits des personnes qui sollicitent l'association. Et puis je rappellerai aussi que les personnes qui se sont battues, dont je parlais au tout début, hein, pour le Pacs, hein, c'est l'ARDIS qui s'est beaucoup battu pour que les couples pacsés, le partenaire étranger ou la partenaire étrangère dans un couple pacsé puisse obtenir un droit au séjour sur la base de son couple, hein, puisse rester en France. Et ben, c'est un droit qui a bénéficié à tous les couples et pas que les couples homosexuels pacsés. C'est un droit qui a bénéficié à tous les couples binationaux pacsés. Et ça, je pense que c'est très important hein, dans ce qu'on fait, dans la reconnaissance des droits des personnes LGBT, dans la reconnaissance des droits, hein, que ce sont des droits qui bénéficient à tous et toutes. Justement, et peut-être que Florent, je vais vous passer la parole, mais sur le rôle, l'importance des collectifs, des associations, des communautés queer, quel est-il en fait? Quel est le rôle de ces collectifs? Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent venir entrer en compte. Donc, comme l'a très bien dit Ma, il y a déjà l'aspect collectif, vraiment, notamment à l'ARDIS, où en fait l'ARDIS, ça fait pour les personnes exilées, c'est pas seulement on aide à faire des dossiers, c'est vraiment on rencontre des personnes et ça débloque, ça aide psychologiquement, ça fait sortir de la solitude. Il y a donc beaucoup de phénomènes d'isolement une fois que les personnes peuvent arriver en France, et donc ça c'est très important de le mettre en avant. Et aussi ce que je trouve important de mettre en avant, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité entre les personnes exilées LGBT+, elles-mêmes, et que ce soit des personnes qui vont aider des personnes qui viennent d'arriver, mais aussi à des échelles transnationales.
international. En fait, les personnes vont s'échanger des informations, peuvent se faire des vidéos sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour expliquer l'asile LGBT, ça existe. Si tu veux, tu peux. Enfin, j'ai vu beaucoup de personnes qui faisaient ça, en fait, qui faisaient de l'entraide en France, mais aussi dans le pays d'origine, et également pour ne pas avoir une vision trop binaire, et également de l'entraide entre compatriotes, y compris parfois de compatriotes hétérosexuels, qui ne sont pas tous homophobes et qui peuvent aider. Et en fait, moi, on m'a beaucoup rencontré de situations où en fait, les compatriotes jouent un peu des rôles un peu de passeurs de liberté, qui rassurent les personnes et leur disent, parce que les personnes savent forcément, et tu sais, en fait, en France, il y a les droits qui existent, tu peux être protégé par la police, même si c'est pas évident d'aller voir la police quand on est en situation administrative précaire, ça c'est notre problème. En fait, il y a des personnes qui font passer de l'information pour rassurer les personnes quand elles arrivent, et y compris des personnes qui viennent des mêmes pays qu'eux, qui eux aussi, en fait, parfois, peuvent profiter du fait que comme elles sont plus dans le pays d'origine, peuvent s'écarter un peu et s'éloigner des normes sociales, et donc du coup peuvent en réalité aider des personnes pour qui avec qui elles n'ont pas de problème, mais c'est peut-être moins contraignant d'aider ici que d'aider dans le pays d'origine. Donc toutes ces formes de solidarité qui se mettent à plein d'échelles et entre plein de groupes différents. Merci. Et j'ai une dernière question à vous poser à tous les trois, et ensuite j'ouvrirai au public. C'est une double question. Est-ce que selon vous, la France est un pays sûr pour les personnes LGBTQI+, exilées? Et une deuxième question sur qu'est-ce que l'on pourrait accomplir individuellement ou collectivement? Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est très large comme question, mais pour essayer de faciliter ou de favoriser l'accueil des exilés LGBTQI+, dans la dignité. C'est une question très très large et très ouverte, il n'y a pas forcément de réponse unique. Mais... Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux sur l'accueil des personnes étrangères aujourd'hui, des personnes qui demandent l'asile aujourd'hui. Tous les droits, il y a un certain nombre de droits que j'ai cités tout à l'heure, notamment le droit au travail, qui est garanti par les textes européens, et la France trouve vraiment des choses trappes pour pas se plier à ce droit-là. Ce droit-là, il existe en Allemagne, et ça serait un premier pas vers l'autonomie. C'est pareil sur la location, c'est pareil sur le refus d'hébergement. Voilà, il y aurait plein de choses. Rien que dans l'application correcte de la loi aujourd'hui, ça pourrait vraiment aider concrètement les personnes qui demandent l'asile, et leur offrir un parcours de demande d'asile qui serait beaucoup moins contraignant, beaucoup moins inhumain, beaucoup plus respectueux des persécutions, de la réalité des persécutions qu'elles ont vécues et des conséquences que ça a dans leur vie. Et après, à titre individuel et collectif, je pense qu'il y a plein de choses à faire, convaincre lors de repas de famille de l'importance d'accueillir des personnes qui demandent l'asile, lutter, pas laisser dire que ce sont des faux demandeurs et demandeuses d'asile LGBT, que de toute façon ça n'existe pas, que c'est une bêtise ou que c'est absurde, donner à des associations, s'y engager pour faire de l'accueil, héberger quand on a un peu de place chez soi et quand on a cette chance-là, la solidarité, elle peut prendre plein de formes différentes, évidemment, aider dans la procédure, traduire, accompagner, soutenir. Il y a plein de façons d'aider, et je pense aussi qu'il se passe beaucoup de choses dans une relation de solidarité concrète, d'aider quelqu'un dans un dossier, d'héberger quelqu'un, il se passe, c'est très fort humainement, et moi je pense que ça ne doit pas être que ça. Je pense qu'il y a aussi des grands principes et c'est important, mais accueillir l'autre, ça reste une expérience, dans sa différence, ça reste une expérience humaine très très riche et très importante. Merci Florent, et puis je finirai par vous, Ma. Moi, je pense que c'est un enjeu, pour ajouter avec tout ce qu'a dit Aude, c'est aussi un peu de créer du contre-discours ou des contre-représentations, parce qu'on est saturé par des médias, des discours politiques sur l'immigration, et en réalité, les gens, ils ont aucune idée de ce qui se passe vraiment, ils ne savent pas c'est quoi les parcours des personnes, comme Enna nous a pu expliquer. Et donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu aussi de visibiliser ces questions, juste pour que ces parcours ils existent dans les représentations, et que les personnes puissent se rattacher à ça contre les représentations qui sont souvent infondées, qui sont des fantasmes par rapport à la réalité, quoi. Ma. Au fait, l'autre, ils l'ont dit,
Qu'est-ce que moi je peux dire de plus? À part, à part que les gens arrêtent de penser que tous les demandeurs d'asile sont là que pour l'intérêt, pour leur intérêt, pour faire couler le pays. Non, on n'est pas là que pour ça. Au contraire, le fait même qu'on vient, c'est nous, on va investir. Donc, moi, ce que je peux dire au niveau national, qu'il ouvre le droit de travail. Ça serait très bien pour nous-mêmes déjà. Et aussi, ça serait bien pour eux. Parce que qui dit travail dit paye les impôts quand même. On va payer. Donc, l'argent rentre où? Dans les caisses de l'État. Donc, ils ouvrent le travail. Ce n'est pas le fait qu'ils vont ouvrir le droit au travail qu'on sera plus nombreux à migrer vers ici. Et aussi, comme je l'ai dit, il faut une formation au niveau des institutions. Il faut qu'ils sachent le parcours, ce que nous traversons en tant que personnes LGBT. En fonction de ça, je pense que s'ils posent des questions, ils sauront quoi poser comme question. Parce qu'ils seront informés déjà dès le départ. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je me tourne vers le public pour savoir si vous aviez des questions à poser. Et Marine, il faut que je te prête un micro, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois une question, madame, oui. Bonsoir. Je voulais savoir si l'ARDIS avait l'agrément de l'OFPRA pour accompagner les personnes pendant leur entretien. Parce que c'est très important, comme vous l'avez dit, c'est compliqué pour ces personnes qui se sont cachées toute leur vie de pouvoir raconter leur histoire à des gens qui ne connaissent pas. Moi, je suis bénévole au refuge et j'ai accompagné une quinzaine ou une vingtaine de jeunes à l'entretien, et à chaque fois, ils m'ont dit que c'était rassurant pour eux que je sois là parce que ça leur rappelle qu'ils ont le droit d'exister. Et puis, il y a toute la période où on attend l'entretien dans la salle d'attente, où je les rassure, je leur explique comment ça se passe. Je leur explique qu'ils ne vont pas être là pour être jugés, même si ce n'est pas forcément si évident à dire. Et comme vous l'avez dit aussi, je me souviens d'un jeune qui n'avait pas tellement peur de l'officier, mais qui avait peur de l'interprète, en se disant que peut-être il venait du même pays et que ça pouvait être compliqué. Enfin, pour la petite anecdote, dès qu'on a vu l'interprète, on s'est dit qu'il n'y aurait pas de souci. Mais voilà, je voulais... Donc vous avez cet agrément? Oui, on a l'agrément pour assister aux entretiens au niveau de l'OFPRA. C'est une possibilité qui a été ouverte par les normes européennes, justement, de ce qu'on appelle prise en compte de la vulnérabilité, c'est-à-dire les fragilités ou les situations particulières des personnes. Et ouais, on en bénéficie depuis 2015, depuis l'ouverture. Voilà. Et après, les audiences à la Cour nationale du droit d'asile sont publiques, puisque c'est la Cour nationale du droit d'asile est une juridiction, comme son nom l'indique, et la justice se dit en public. Voilà. Il est possible d'avoir un huis clos, c'est d'ailleurs souvent une possibilité auquel les personnes qu'on accompagne font appel, mais ça reste public. Voilà. Et effectivement, ça joue un rôle important, ça n'influe pas sur le résultat, mais souvent, effectivement, le soutien des personnes qui vont à l'entretien OFPRA est important. Et juste pour dire que les institutions, d'une manière générale, que ce soit la Cour, que ce soit l'OFPRA, que ce soit les préfectures, sont beaucoup refermées avec le Covid. Le Covid a été un prétexte, a été une raison sanitaire légitime de fermer au public. Mais on a eu beaucoup de difficultés à faire ouvrir un certain nombre d'institutions. Ça reste compliqué d'accéder à la Cour. Alors que, comme je disais, c'est une juridiction. Les préfectures, c'est plus possible. L'OFPRA est la moins pire des institutions sur ce plan-là, mais c'est important de rappeler ça dans la question comment on peut soutenir les gens, effectivement, de manière très concrète, accompagner les gens lors de ces épreuves que sont ces audiences ou ces entretiens, ça compte. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame, au premier. Le micro arrive comme c'est enregistré pour pouvoir vous entendre.
pour les personnes qui arrivent, comment connaissez-vous, comment les personnes vont pouvoir rencontrer les associations? À Paris, il y en existe. Ailleurs, je ne sais pas. Enfin, Refuge, oui, il y en a ailleurs. Quelle est un peu la filière pour ces personnes, et puis que nous puissions les rencontrer et qu'elles puissent nous rencontrer? Merci pour la question. Moi, mon cas, ça a été fait par une autre asso parce que je suis tombée malade. Et c'est quand je suis arrivée à l'hôpital, l'assistante de l'hôpital m'a demandé si j'avais l'aide médicale. Je ne savais même pas que c'est quoi l'aide médicale de l'État. Je ne savais pas. Et c'est pas elle m'a orientée vers une autre personne qui m'a suivi et qui m'a montré ensuite la HADIS. Effectivement, dans mon cas, je peux dire encore, j'ai eu la chance par le biais de quelqu'un. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cette chance, qui ne sont pas informés. Vu que, à part la HADIS, il y a d'autres assos qui sont mises. Il y a, comme il a dit Florent, on fait la sensibilisation via les réseaux. C'est par là qu'on informe. Pour dire quand vous arrivez, si vous êtes LGBT, voilà avec qui où y aller. C'est le seul moyen parce qu'on ne sait pas combien de personnes rentrent. Et il y a d'autres, c'est par Google, ils se renseignent. Ça, c'est ceux qui ont la possibilité d'avoir la connexion. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité, c'est vraiment compliqué de le faire. Mais quand on arrive quand même à les encadrer et à pouvoir les guider tout doucement vers la procédure. Peut-être pour compléter, aujourd'hui, l'ARDIS, c'est un acteur qui est bien identifié à toutes les étapes de la procédure. Donc, on reçoit des gens qui nous sont orientés par les acteurs, les associations qui font la domiciliation, les associations qui hébergent, les avocats, avocates, nous orientent beaucoup de personnes, donc à tous les stades de la procédure. Évidemment, on n'est pas du tout la seule association qui agit dans ce champ, et surtout sur tout le territoire. Aujourd'hui, les associations LGBT se mobilisent pour le droit des demandeurs et demandeuses d'asile LGBT. Et donc, on propose une carte sur notre site qui répertorie les associations sur tout le territoire. C'est beaucoup de centres LGBT. Il y a beaucoup de centres LGBT sur le territoire qui ont un pôle asile, qui accompagnent des demandeurs et demandeuses d'asile. Parce qu'en fait, ce sont des lieux où les personnes qui demandent l'asile se sont présentées pour qu'on les aide. Hein. Et donc, vous avez à Nantes, à Angoulême, dans plein de centres, à Bordeaux, à Bayonne, plein de centres LGBT, à Lyon, effectivement, où il y a des centres qui ont des pôles asile. Vous avez des associations. À Lyon, c'est plutôt une association LGBT qui est spécialisée sur ces questions-là. Voilà, et on propose une carte. C'est d'autant plus important, cette répartition territoriale, qu'aujourd'hui, les demandeurs d'asile sont éloignés de Paris, dans une optique de désaturer l'Île-de-France, comme disent, de manière un peu technocratique, mais du coup, vous avez des personnes qui sont envoyées en région, en province, et c'est hyper important de pouvoir les réorienter vers des centres LGBT à proximité. Alors, souvent, les centres d'hébergement sont vraiment dans des endroits pas très accessibles, mais quand même, ce tissu associatif s'est mobilisé. Et c'est très important. Voilà. Et il y a aussi des personnes qui soit ne rencontrent jamais d'association LGBT, soit ne souhaitent pas rencontrer d'association LGBT. Moi, je donnais une formation la semaine dernière et une dame me racontait comment elle accompagnait quelqu'un qui avait perdu sa petite amie et qui avait un tel chagrin. Elle l'avait perdue sur le chemin de l'exil. C'était un tel chagrin qu'elle ne pouvait pas. Cette dame n'avait toujours pas le courage en fait de voir d'autres personnes LGBT, de rencontrer d'autres personnes, parce qu'elle était toujours, elle vivait toujours le chagrin d'avoir perdu son amoureuse. Voilà. Donc c'était un exemple pour dire que c'est évidemment pas une obligation de faire appel à des associations. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà l'heure de nous quitter. Merci encore
à Audrey Matouré et Florent Chaussière d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cet important sujet de l'exil des personnes LGBTQI+.